quand je trouve un mauvais vin, si le vin est un premier cru, un deuxième cru, je dois écrire les mauvaises choses sur le vin dans le wine navigator parce que mes lecteurs sont les consommateurs. Et les vins de Bordeaux sont très chers. Au prix actuel des transactions Cos d'Estournel, le château de Bruno Prats doit approcher le milliard de francs. Des Japonais auraient proposé pour son château Margaux 3,5 milliards à Corinne Menzelopoulos, 50 fois plus que ce qu'il a été payé il y a 12 ans. Avec son seul château Laffitte, il en possède d'autres, Éric de Rothschild vaut beaucoup plus de 3 milliards de francs. Keiichi Fujimoto, il y a 2 ans, a acheté Château Citron, un cru bourgeois. On lui en a déjà proposé plus de 600 millions, 4 fois la mise. Jean-Michel Cazes, en plus de son château linge-page personnel, est directeur d'AXA Millésime, filiale de la compagnie d'assurance qui rachète tout ce qui est à vendre. Il pèse nettement plus de 3 milliards. La générale de Lanquessin, il y a 12 ans, elle a hérité de Pichon-Comtesse, un deuxième cru qui aujourd'hui doit approcher le milliard. Anthony Barton, château Léoville-Barton et château Langoa, deuxième et troisième cru, lui encore ne doit pas être loin du milliard. Pierre Tary, château Giscourt, plus 5 ou 6 autres propriétés. Là, on dépasse très largement le milliard. Le vin, chaque année, c'est un fabuleux coup de poker. Nous avons jusqu'au dernier moment à décider de la date des vendanges et de leur déroulement. Et actuellement, dans le monde entier, les médias, les grands palais suivent les sortes de prima-donna que nous sommes devenus. Et cette année, par exemple, qui est en 89 quelque chose d'exceptionnel, nous avons pris un risque exceptionnel. Nous avons attendu, nous sommes très peu à avoir encore des troupes de vendanges qui rendent du raisin. De mémoire de vigneron, on n'avait jamais vu de telles conditions. Sécheresse et soleil. Depuis le milieu de l'été, dans les châteaux du Médoc, la rumeur était partie, ce serait l'année du siècle. Les seigneurs du vin plaçaient la barre très haut. Bluff ou pas bluff, le poker, c'est cela aussi. Un millésime, c'est bien sûr un numéro, c'est 89, c'est 28, c'est 29. Mais ça ne se joue pas qu'à la vendange. Ça va se jouer ensuite à la commercialisation, au prix que nous allons obtenir. Alors nous nous observons tous et il y aura l'un d'entre nous qui ouvrira le feu. Je vais décanter cette bouteille de 1955, non sans émotion, parce qu'un millésime qui a été vinifié par mon grand-père l'année avant sa mort. Et puis faire la décantation proprement dite en prenant une carafe. Et je regarde à travers la bougie pour éviter que le dépôt ne soit entraîné dans la carafe. C'est vraiment l'odeur du grand Bordeaux mûr. La dégustation, c'est pas un instant, c'est une série de sensations successives dans la bouche. Et alors, on a ce déroulement, là, comme un éventail qui s'ouvre, hein, ce déroulement de sensations successives, et puis ça se prolonge après qu'on ait bu. C'est émouvant quand même. C'est émouvant parce que c'est la seule machine à voyager dans le temps, hein, le vin finalement. C'est la seule marche arrière dont on dispose. Là, je bois quelque chose qui est vivant et qui a été fait dans l'année où mes grands-parents étaient en vie, où De Gaulle n'était pas encore président de la République, enfin où le monde était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui, et le produit est toujours là, vivant. Le problème existe parce que je donne les mauvaises notes. Quand je trouve un mauvais vin,
si le vin est en premier cru, en deuxième cru, je dois écrire les mauvaises choses sur le vin dans le Wine Navigate parce que mes lecteurs sont les consommateurs. Et les vins de Bordeaux sont très chers. Et pour un vin qui coûte 200 francs, 300 francs, les consommateurs doivent recevoir un grand vin. En 82, ces consommateurs américains l'ont tellement écouté qu'ils se sont rués sur les vins du Médoc. Le dollar était élevé et il y a eu une folie collective d'achat. Alors, le vin est monté, il a pris 30-35% en moins de 4 mois, et puis il continuait, et on a cru que les arbres montaient au ciel. En 89 aussi, on a cru que les arbres montaient au ciel. On n'avait pas vu de vendange aussi précoce depuis 1893. C'est très rare qu'on finisse les vendanges le 29 septembre. J'ai jamais vu ça. En général, ça commence. Les Miailles, propriétaires d'un cru bourgeois en Margaux, n'en revenaient pas. Comme on a un temps absolument fabuleux, cela ne pose aucun problème car on n'est pas pressé par les risques d'arrière-saison de pluie d'octobre. Là, c'est un luxe magnifique de pouvoir vendanger très tranquillement avec des degrés exceptionnels. On variait entre 12,5 et 14. Je dois dire que 14 est un chiffre qu'on atteint rarement. On ne le croyait pas. On a fait 2-3 analyses qui ont confirmé qu'il y avait des pointes de 14. Et 89, tu veux voir toi l'année du siècle là? Dès qu'on n'est pas dans les tonneaux encore. C'est vrai, tout est beau. Trop beau peut-être. Le soleil était au rendez-vous, la qualité des raisins est magnifique, mais les vignerons savent bien une chose, c'est que les plus belles années sont toujours les plus difficiles à vinifier. Une petite erreur d'appréciation dans l'élaboration, dans la préparation et d'un grand vin, on peut faire une piquette. On a ce soir 3 châtelains. On a dans le fond... Pas de quoi troubler cependant la sérénité des châtelains les plus anciens, comme Éric de Rothschild, qui a invité à dîner quelques-uns de ses voisins chez lui à Château-Lafite. Anthony Barton, donc Léoville Barton. On va lui donner un de ces vieux Bartons qu'il n'a peut-être même pas dans sa propre cave. On va lui donner du 1899. On l'a vu il n'y a pas longtemps, il est très très bon. Alors celui-là pour terminer. Et puis il faut bien leur donner un Lafite tout de même. En 1982, Robert Parker n'avait sans doute pas prévu qu'il ferait grimper les prix au ciel. Il avait encore moins imaginé que ce boom sur les vins qu'il avait déclenché allait attirer sur le Médoc bien des gens, avec de gros carnets de chèques. Ceux-là s'intéressaient à la vigne comme à des Van Gogh. Ce soir, Éric de Rothschild reçoit à sa table tout le Gotha du Médoc. Et qui ont permis de récolter au Bourgogne, à la lumière des connaissances que nous avons, plus scientifiques qu'elles ne l'étaient à l'époque, mais quand même nous vivons nos risques agricoles, puisque nous sommes essentiellement des agriculteurs, ce que l'on oublie souvent. On parle toujours du vin, la bouteille, l'étiquette, mais nous sommes essentiellement des vignerons. Et je pense que ce vin de 1899... Qui était président de la République en France en 1899? Qui sont les historiens à cette table? Il ne faut pas être historien. On devrait tous savoir, mais personne d'entre nous le sait. Je suis sûr que M. Fujimoto le sait. M. Fujimoto peut-être le sait. Voilà, ce sont des graves typiques du Médoc. C'est avec ces graves qu'on fait le meilleur vin. Et puis, ce sont des graves qui ont été déposés par la Gironde il y a 10 millions d'années. Lorsque je suis arrivé ici, il y a 2 ans et demi, dans les vignes, il y avait 60% environ qu'il n'y avait pas de pieds de vigne. Keiichi Fujimoto est architecte et avec un de ses amis qui a fait fortune dans l'immobilier à Tokyo, il a acheté pour 100 millions en 1987 Château Citran, un cru bourgeois. Depuis, il a dépensé autant pour remettre la propriété en état. C'est là que j'ai pris vraiment la décision. C'est ici qu'il faut acheter et non pas ailleurs. Et que c'était vraiment pour moi, je dirais que c'était un coup de foudre. C'est comme si vous voyez
un beau tableau avec lequel vous recevez un grand choc. La propriété était magnifique, mais dans un état abandonné. Je voulais recréer un peu de la prospérité du passé. Lorsque je suis arrivé ici, c'était complètement plat. Et puis nous avons créé cette forme arrondie avec 5 bulldozers pendant 5 mois. Parce que ça permet aux vignes de conserver juste un petit peu d'eau qu'il leur faut. Nous sommes vraiment dans une croupe type Médoc. Une croupe, c'est cette forme arrondie, une sorte de fesse, quoi. C'est comme une fesse. Vraiment, moi-même, j'étais passionné. Au moins pour que les gens de l'avenir puissent dire ce petit japonais a fait quelque chose ici à Médoc. Ça, c'est ma rêve. C'est que ça a toujours été un monde totalement international. Mais nous avons gardé la propriété. Nous avons gardé la propriété pour une seule raison. Parce que vous étiez des financiers. Non, pour une seule raison. C'est qu'à chaque génération, il y a eu quelqu'un qui a aimé la propriété et qui s'en est occupé. Si mon oncle Élie n'avait pas été là dans les années 50, la propriété aurait disparu. Je suis beaucoup plus fier d'avoir bu une 1797, d'avoir bu deux 1799, de les avoir bu plutôt que de les avoir. Ici, dans un musée, quoi. Exactement. Et je voulais justement, je dirais presque un peu lancer la mode de boire ces vieux vins et non pas de les garder comme pièces de musée. Et en fait, la chose amusante, c'est que ce sont des vins tout à fait buvables. Ils sont très clairs, ils sont très tuilés, mais ils ont encore un charme et on sent le fond qu'ils ont beaucoup vécu, mais qu'ils sont toujours là, et ils ont toujours, de façon un peu personnelle, ils ont des histoires à raconter. Des bouteilles comme ça a quel prix? Quand on les a, on n'y pense pas. L'amusement, c'est de les boire et d'en jouir. En vente aux enchères, récemment, je crois qu'il y a une 1806 qui est passée en vente. Elle a fait, je crois, dans les 100 000 francs, quelque chose de cet ordre de grandeur-là. Mais bon, c'est un prix, à mon avis, un peu auquel il ne faut pas penser. Si je suis venu ici m'installer en 1951, c'est en grande partie parce que j'ai loupé mes examens à Cambridge. Et c'est donc à ce moment-là que mon oncle m'a proposé de prendre la suite, car mon oncle était célibataire et il voulait que je vienne ici en tant qu'héritier de cette belle propriété. Je suis la 8e génération des Barton à Bordeaux. D'ailleurs, c'est le premier qui est arrivé ici en 1722, Thomas Barton, qui a créé une maison de commerce. Ils ont conservé leur nationalité britannique, irlandaise? Ah, tout à fait, oui. Je crois que même jusqu'à la génération actuelle, il n'y a pas eu de Barton français. Vous aussi, vous êtes... Je suis irlandais, oui. Madame est servie. Il y a beaucoup d'influences anglaises. Nous sommes les plus... Merci. Nous sommes les plus anciens. Nous sommes les plus anciens, que ce soit français ou anglais ou n'importe quelle nationalité, parce que nous sommes là depuis 150 ans. Plus ancien propriétaire du Médoc, d'un cru classé. Quand mes ancêtres sont venus ici, ils ont commencé à expédier le vin en Irlande, surtout. Et le vin vieux était toujours moins cher que le vin jeune. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. C'était des vins expédiés surtout en barrique et puis au fût. Beaucoup dans les pubs en Irlande, c'était ce qu'ils appelaient le malt claret. Et le vin vieux, on le buvait chaud avec des herbes, avec des girofles, de gingembre et des choses horribles.
En fait, tout se passe maintenant dans le secret des cuviers. 3 à 4 semaines pendant lesquelles, dans chaque propriété, tous les jours, on goûte, on analyse, on fait des choix sur les temps de macération, sur les températures d'incubation. En fonction de cette alchimie, le vin prendra plus ou moins de goût, plus ou moins de couleur, plus ou moins de concentration. Le plus formidable coup, celui qui fait crever d'envie tout le Médoc, c'est la vente de Château Margaux en 77, sans doute le nom le plus célèbre. C'est un Grec, le père de Corinne Menzelopoulos, qui l'a acheté. Ça a été acheté combien à l'époque? 70 millions. Aujourd'hui, ça vaut? 70 millions, avec 70 millions, aujourd'hui, on pourrait acheter aujourd'hui à Château Margaux 3 hectares à 3 hectares et demi de vignes. Or, vous avez 78 plantés. On dit maintenant dans le Médoc, les yeux brillants de convoitise, qu'André Menzelopoulos avait fait un très beau pli, une splendide affaire. Oui, c'est-à-dire que ça a peut-être été son trait de génie, c'était de voir que dans le prix d'achat de Margaux à l'époque étaient inclus 3 récoltes invendues, le 74, le 75 et le 76. Donc il a tout de suite vu, comme tout financier, qu'il pouvait payer une partie de son achat avec la vente de ces récoltes. Pour nous, il est encore un peu tôt pour se prononcer. On attend en général l'assemblage qui se réalisera cette année à partir de fin janvier et qui sera pratiquement terminé à partir de fin février. C'est le moment où tous les grands professionnels internationaux pourront venir goûter les vins et c'est le moment où nous pourrons nous prononcer définitivement, si vous voulez, par rapport aux autres millésimes. Lorsque nous sommes dans une dégustation, l'usage est de commencer par dire qu'il est très bon. En général, on ajoute, mais il n'y en a pas beaucoup. Et quelquefois, on ajoute qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme cela, les autres n'osent pas dire le contraire, et c'est déjà ça de gagner. En plein hiver, le 89 ne suscitait plus qu'un enthousiasme mitigé dans les châteaux. Il y a les bonnes manières et puis il y a le reste. Les coups tordus et même les règlements de compte. Dans la nuit du 20 janvier, un demi-hectare de vigne est détruit à Château-Montbrison. C'est moche. Ah, les monstres. La nuit, vous dormez, vous autres, hein? Vous savez pas qu'est-ce qu'ils y ont fait à Vonder la nuit dernière? Ils doivent circoncire 2500 pieds de vigne. Et pardi. Jean-Luc Vonderheden, jeune loup de la viticulture. Dans la journée du 20 janvier, à une réunion des propriétaires de crus bourgeois, il avait, comme il le fait depuis quelque temps, appelé les autres à réduire leur production. Certains, à l'évidence, n'avaient pas apprécié la leçon. Ils ont coupé donc tous les astes juste à la hauteur du premier bouton, de façon à volontairement limiter la production. C'est un avertissement certain quant à mes dires à la réunion. Si tu veux limiter la production, on va te limiter doublement la tienne. Alors en effet, elle est limitée. Ça veut dire que l'an prochain, vous, sur ces pieds de vigne, vous n'allez pas récolter de raisins. Sur ces pieds qui ont été abîmés, on récoltera peut-être 10 à 15 hectolitres à l'hectare au maximum, au lieu d'un rendement de 45 à 50 hectolitres normal. Voilà. Je ne veux pas savoir qui ils sont. Le seul message que j'ai à leur dire, c'est qu'ils m'incitent au contraire à lever l'épée, c'est tout, et aller plus loin dans ma démarche. Dans chaque château commence l'assemblage. C'est maintenant que va se faire le millésime 89. Dans chaque bouteille, dans chacun de ces verres, le vin d'une cuve donc d'un cépage différent. Il y en a 4, le Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc et le Petit Verdot.
la Générale de Lanxin et son directeur vont sélectionner les cuves qui feront le grand vin et celles qui seront rejetées. La couleur est profonde. En bouche, il est très vineux, très suave. Beaucoup d'élégance, de rondeur. Et moi, je pense que c'est un magnifique Sauvignon. Un très beau vin. Très belle cuve à classer parmi l'assemblage. Oui, c'est certain. Déjà, nous avons éliminé la cuve 20, la 23, la 4, la 10C et la 11C, alors, dont de ce pourquoi fait... ne commencerions pas à faire à l'assemblage dans l'éprouvet? Là, je vais procéder au niveau des précédents, pardon. On continue par la cuve de Cabernet Franc. Un petit verre d'eau. On va voir ce que ça donne. Pour la naissance de ce millésime 89, car au fait, voilà. C'est presque l'assemblage qui est encore plus la naissance d'un millésime que la vendange elle-même. Voici donc l'assemblage des cuves terminé. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Un moment impressionnant. Merci, Monsieur Godin. Je vais prendre après. La couleur est très soutenue. Le nez est très élégant. Merci. La bouche, c'est plein, c'est charnu, c'est agréable. C'est le style du millésime 89 auquel on attendait. Beaucoup de rondeur, d'élégance. Très souple en bouche. Bien entendu, il faut imaginer que ce vin, on va lui ajouter 21 mois ou 22 mois de tanin de barrique. Mais je pense que la qualité de la maturité de la vendange va supporter très bien l'apport de ce tanin du bois. Le vin va passer 2 ans dans ces barriques. 2 années, c'est le temps qu'il a fallu pour que le prix de la terre double, triple et même quadruple en Médoc. Tous les jours, sous ses fenêtres, la Générale de Lanxin peut voir les terres de Château-Latour qui ont été achetées l'an dernier par un groupe anglais à un autre groupe anglais. 2,5 milliards de centimes l'hectare, le record, la terre agricole la plus chère du monde. Ça ne la réjouit pas. C'est plus qu'une gêne, c'est un drame. La spéculation, c'est pour ceux qui achètent ou qui vendent. Nous n'achetons pas et nous ne vendons pas de propriété. Donc, elle ne nous gêne seulement que parce que le fisc utilise ces valeurs-là pour les droits de succession qui sont de 40% entre parents et enfants. D'où sortirions-nous des liquidités? Parce que finalement, nos revenus, nous les réinvestissons pour améliorer les propriétés. Ensuite, nous payons des impôts très importants et il reste, une fois qu'on vit, on vit correctement sans plus, mais il ne reste absolument plus rien pour amasser des sommes aussi importantes. Dans 20 ans, il n'y aura plus une seule propriété viticole bordelaise entre les mains des familles actuelles. Oui, mais les familles actuelles ne sont guère anciennes. Ce n'est que le père de la Générale qui a acheté la propriété. La sensation année après année sur le millésime. On attend sa lettre à Bordeaux comme aux États-Unis pour savoir s'il faut acheter le millésime dans son ensemble en primeur ou pas. Quand on a une bonne note, on est très content, on s'en vante. Quand on a une moins bonne note, à ce moment-là, on dit, vous voyez, finalement, il va le goûter dans 3 ou 4 ans et il changera d'avis. Votre santé.